Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus de si bonne heure. Je vais vous faire un exposé à 10 mains et une voix avec des collègues de l'INRA de Nancy et de l'Université de Lorraine sur les continuités forestières dans le temps et l'espace, et avec un focus sur l'importance de ces continuités pour la biodiversité. Alors en préambule, je vais pas m'étendre beaucoup sur la continuité dans le temps. On en a parlé hier sur l'ancienneté des forêts, qui est la stabilité de l'usage au cours du temps. Ce que je voulais indiquer, c'était que dès les premiers travaux qui ont mis en évidence l'importance de ces forêts anciennes sur la flore, moi j'étais en moyenne section de maternelle en 1979, il y avait déjà un concept de connectivité spatiale dans ces travaux-là. Là, vous avez figuré en ordonnée la proportion dans des bois récents de la mercuriale pérenne, une espèce de forêt ancienne, en fonction de la distance à la forêt ancienne la plus proche contenant de la mercuriale, à savoir la source probable de la mercuriale dans le bois récent. Et ce que montraient déjà les Anglais en 1979, c'était qu'il y avait très très rapidement une baisse de la fréquence de la mercuriale dès que l'on s'éloignait de la source la plus proche. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'était qu'on a très vite identifié que le principal problème pour ces espèces de forêts anciennes, c'était leur capacité de dispersion limitée. Et donc, il y avait besoin, au-delà d'aller protéger des forêts anciennes, éventuellement, d'aller restaurer de la connectivité pour leur permettre de se répandre dans les paysages. Et un élément plus positif, c'est de dire que finalement, si on attend assez longtemps, les boisements récents deviendront de la forêt ancienne. Voilà. Donc la question, elle est au bout de combien de temps cela se passe. Alors, à côté de la continuité dans le temps, il y a évidemment donc la continuité dans l'espace. Et donc là, ce que je vais appeler la connectivité spatiale dans l'exposé. Alors, je propose une définition, c'est toujours un peu délicat. C'est le degré selon lequel le paysage facilite ou contraint le mouvement des espèces entre les ressources en habitat. Et donc, on a un certain nombre d'exemples qui montrent que, effectivement, le paysage va moduler les évolutions de distribution dans l'espace. Là, je figure encore un exemple anglais. Ils sont toujours en avance sur nous sur ces questions-là. À propos d'un papillon qu'on trouve dans les forêts et dans les jardins, qui est le Tircis, qui a une distribution discontinue en Angleterre. Et les auteurs se sont penchés sur deux zones d'études en Écosse et plus au sud. Donc le paysage 1 et le paysage 2 ont la même quantité de boisement. Par contre, vous pouvez avoir la sensation que cet espace boisé est plus concentré dans le paysage 1 que dans le paysage 2. Et ce papillon, pour des raisons que l'on suppose être climatiques, s'est répandu au cours du temps depuis les années 50. Et il se trouve que cet accroissement a été plus large dans l'espace, dans le paysage 1, mieux connecté que dans le paysage 2. Voilà. Donc on sait que le paysage va aider plus ou moins les espèces à se répandre au sein de nos territoires. Alors un élément qui est important de rappeler, c'est que la connectivité, elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle dépend de chaque espèce. Un même paysage peut être vu comme très connecté pour certaines espèces et très déconnecté pour d'autres. Pour l'illustrer, je prends ici une étude aux Pays-Bas. Ce que vous voyez en gris clair, ce sont des boisements. Le modèle d'étude théorique, c'était ici la stèle torche-peau, un oiseau cavicole typiquement forestier. Et ce que les auteurs ont regardé, c'était en fonction de la capacité de l'espèce à aller coloniser plus ou moins loin des nouveaux boisements. Donc c'est le 1 km, 2 km, 3 km ou 4 km, qui est la distance théorique pour l'espèce d'aller coloniser d'autres habitats. Vous voyez que ça crée des réseaux plus ou moins connectés. Donc à 1 km, on a l'impression d'un paysage très déconnecté, mais si l'espèce est capable de parcourir des distances qui vont jusqu'à 4 km, on a l'impression, dans ce cas-là, qu'on n'a plus qu'un seul réseau très connecté. Voilà. Et donc, quand on regarde ça montre que finalement, en fonction de cette capacité-là, que l'on ignore la plupart du temps, et en l'occurrence, les auteurs, pour la stèle torche-peau, n'avaient pas forcément d'emblée la connaissance de cette capacité à se disperser, les paysages vont avoir des propriétés très différentes.
Juste aussi pour rappel, par exemple, hein, on commence ici à 1 km pour des oiseaux. Pour les plantes, on considère qu'une dispersion à 100 mètres, c'est déjà un événement de dispersion à longue distance. Voilà, juste pour fixer des ordres de grandeur. Je voudrais juste revenir aussi sur quelques notions dont vous avez forcément entendu parler et qui sous-tendent cet exposé, qui est qu'on parle souvent de fragmentation et que derrière ce mot-là, on peut... en fait, il y a différents processus. Donc, par commodité, on a déjà les notions donc, au niveau central d'habitat, donc de patch, éléments définis dans l'espace et une matrice dans laquelle s'inscrivent ces patchs. La fragmentation confond en fait d'une certaine façon une perte d'habitat la plupart du temps. Quand on parle de fragmentation, il y a une perte d'habitat. Et puis, donc c'est ce qui est en bas. Et puis également, alors une fragmentation au sens strict, qui est le second graphique, il n'y a plus la petite flèche, qui est que on peut avoir la même surface d'habitat, mais on peut la fragmenter en petits patchs. Et puis, alors, cette fragmentation-là, à surface d'habitat constante, elle peut avoir des propriétés de connectivité un peu différentes. En l'occurrence, là, ici, c'est pas évident qu'il y ait c'est pas évident qu'il y ait une différence de connectivité. Et puis, on peut également rompre la connectivité à travers des infrastructures. C'est ce que j'ai figuré ici, avec des infrastructures de type voies ferrées, autoroutes, etc. Alors, la plupart du temps, quand il y a une perte d'habitat, on a deux effets qui se cumulent. C'est à la fois une perte de surface totale d'habitat pour une espèce et également un manque de connectivité. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le second cas, dans le cas où on a perdu de l'habitat, ça va être plus difficile pour l'espèce également de passer d'une tâche à l'autre sur une plus grande distance à parcourir. Un autre élément important à garder en tête, c'est le terme de connectivité et renvoie à en fait différentes visions de la connectivité. Dans l'idéal, on chercherait plutôt à définir une connectivité de type fonctionnel ou hydrologique quand on est dans le cadre de la trame bleue, ou une connectivité génétique, c'est-à-dire que de prendre en compte un ensemble d'éléments qui ne tiennent pas que au contexte spatial. Donc on prend en compte la capacité de dispersion des espèces, le comportement, la qualité de l'habitat, le linéaire de rivière, profondeur, saison. Mais vous verrez que fréquemment, ces éléments-là font défaut et on va alors apprécier la connectivité finalement sur la seule composante spatiale, la connectivité structurelle. Voilà. C'est un élément à toujours garder en tête, c'est dans quelle mesure les cartes produites en connectivité vont réellement intégrer de l'élément biologique. Alors la question, elle est pourquoi s'intéresser en tant que tel à la connectivité? Je vais donner quelques éléments. Un élément important est que un présupposé et une réalité, c'est que la dynamique des populations au sein des habitats n'est pas synchrone. C'est-à-dire que si jamais une espèce fluctue en abondance de manière parfaitement synchrone entre tous les patchs d'habitat, finalement le fait de pouvoir avoir une plus ou moins grande connectivité ne joue pas grand-chose, ou en tout cas ne va pas empêcher l'espèce de s'éteindre, même dans un habitat très connecté. Par contre, quand ces fluctuations sont asynchrones, il y a donc des événements d'extinction dans certains patchs qui vont être compensés par des événements de colonisation depuis les patchs adjacents qui n'ont pas eu forcément la même démographie négative. Et ce processus-là d'extinction-colonisation crée à l'échelle des paysages ce qu'on appelle des métapopulations, donc des populations qui vont être connectées au cours du temps et avec des relations de proximité. Et cette probabilité de colonisation, elle dépend de la distance aux sources. Voilà, de nouveau, c'est encore une hypothèse. Et puis enfin, la connectivité permet des déplacements des aires de distribution. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai parlé de métapopulation à un endroit, donc quelque chose de fixe dans le temps d'une certaine façon. La métapopulation bouge à l'intérieur, mais ne glisse pas sur des grandes étendues. Mais la connectivité peut permettre là aussi d'avoir une vision de remontée, par exemple, des aires de distribution avec le changement climatique. Alors, tout ça, c'est bien beau, sauf que la surface forestière ayant doublé depuis 1850, on peut se dire, oui, d'accord, mais la connectivité, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, et donc c'est peut-être pas la peine de se préoccuper tant que ça de la connectivité. De toute façon, le minimum est derrière nous, et donc il suffit d'attendre, maintenant les choses vont aller mieux.
Certes, mais en fait, il reste toujours des zones très largement déboisées. Par exemple, la région nord, le taux de boisement est de moins de 10%. Si on prend l'ensemble du bassin parisien, c'est des chiffres qui peuvent être relativement analogues. On parle de trams et on a aussi des sous-trams qui peuvent être non fonctionnels à l'heure actuelle. Donc, c'est le cas, par exemple, de la sous-trame des Trèves-Vieux-Bois en forêt et qui justifie des trams spécifiques dédiés. Se développent de plus en plus de grandes infrastructures qui peuvent limiter la dispersion d'animaux à dispersion terrestre, par exemple. Et puis, quand on regarde la connectivité actuelle, elle ne reflète pas toujours la connectivité passée. Et on va voir plus tard dans un exemple que la connectivité passée a aussi un sens et qu'il y a des choses, des phénomènes que l'on peut comprendre qu'à cette échelle-là et qui ont des répercussions aussi sur les politiques de conservation. Et puis, enfin, le changement climatique imposera des changements des aires de distribution. Voilà. À quelles questions veut-on répondre ? La première, je ne vais pas tellement y répondre lors de l'exposé parce que c'est un vaste débat et la recherche n'a pas encore forcément l'ensemble des réponses. C'est comment on mesure la connectivité concrètement, de manière plus opérationnelle. Quelles sont les parties du paysage qui sont connectées ? Y a-t-il des valeurs seuil d'habitat qui permettent la persistance des espèces? Quels sont les patchs au sein des matrices, au sein des réseaux qui sont à conserver en priorité, et où faut-il restaurer de la connectivité? Donc je présenterai un exemple qui reprend certaines de ces questions. Alors, comme j'ai dit au départ, la connectivité, c'est d'abord une question d'espèces. Et donc, on manque cruellement d'informations précises sur la capacité des espèces à se disperser. Alors, on a un certain nombre d'outils à disposition pour le faire, qui vont de la simple observation visuelle d'un individu se déplaçant. On suit l'individu dans ses déplacements, et puis on essaie de voir jusqu'où il va au cours de sa vie. On a des méthodes classiques de capture, marquage, recapture. C'est-à-dire qu'on va dans des sites particuliers, on va capturer l'ensemble, en tout cas tous les individus que l'on peut, on va leur mettre une marque précise. C'est le cas du maculina, le papillon, par exemple, là, avec un numéro. Et puis on va suivre les différents patchs et on va comme ça pouvoir mesurer la proportion d'individus qui vont se disperser d'un patch à l'autre. On a du radio-tracking. Alors le radio-tracking, originellement, c'était plutôt sur des vertébrés plutôt de grande taille. Et puis plus ça va, plus on arrive à miniaturiser les équipements. Et on arrive à l'heure actuelle à équiper maintenant certains insectes. Là, on a l'osmoderme, par exemple, qui a été équipé. Alors on est à la limite de la relation entre le poids de l'équipement et la capacité de l'insecte à le supporter. Mais ça a été fait aussi sur des bourdons, par exemple. Et puis, on a du GPS avec, là, ici, le cas du loup, par exemple, avec plusieurs limites, qui est que on a généralement peu d'individus qui sont suivis, et donc on peut se poser après la question de la représentativité de ces mouvements-là sur quelques individus à l'échelle des populations. Et puis si on prend d'autres groupes, la flore, toutes ces méthodes-là ne permettent pas d'appréhender la capacité de la flore à se répandre dans un paysage. Alors d'autres outils sont également à disposition. Elles sont relativement peu utilisées jusqu'à présent, mais je pense qu'elles vont être de plus en plus utilisées dans le futur. C'est tout ce qui est analyse génétique. Il faut savoir que tout le vivant a ce qu'on appelle des zones microsatellites hyper variables qui permettent d'assigner, faire de l'analyse de parenté, d'assigner des individus à des populations, de faire de la similarité génétique entre individus. Et toutes ces analyses-là permettent de voir comment les espèces, sur des échelles de temps relativement courtes, se dispersent dans les paysages. Et ces outils-là peuvent être appliqués aussi bien pour des animaux que pour des végétaux. Voilà. Donc ça c'est des outils qui, à mon avis, dans le futur, auront une importance croissante pour comprendre comment les espèces se répartissent dans nos paysages. À côté de ces éléments de compréhension de l'écologie des espèces, on a également tout un tas de modèles théoriques qui permettent d'intégrer justement la connaissance écologique. Je ne vais pas les détailler, c'est juste pour vous indiquer qu'il en existe un nombre assez conséquent. Donc il y a énormément de recherches dessus. Je dirais que ceux qu'on voit le plus fréquemment sont plutôt les noyaux de dispersion, chemin de moindre coût, théorie des graphes, modèle individu centré.
voilà, chaque méthode a son intérêt et certaines peuvent être en plus cumulées entre elles. J'ai pris une seule théorie et un seul exemple d'application. C'est une étude de collègues espagnols qui s'étaient intéressés au placement des passages à faune autoroutiers entre le nord de l'Espagne et le sud de la France. Alors, ce que vous avez de figuré en marron foncé, ce qu'ils appellent les nœuds, donc les grands patchs, ce sont des habitats Natura 2000 répertoriés dans les deux pays. Et puis en noir, vous avez le réseau autoroutier. Et l'idée, c'était de savoir où placer les jonctions, donc les ponts autoroutiers qui sont figurés ici par des points et des ronds blancs. Et alors, l'intérêt des outils justement théoriques, et en l'occurrence, j'insiste bien, on est bien dans la connectivité structurelle dont je parlais tout à l'heure et pas la connectivité fonctionnelle, c'est que en faisant une hypothèse sur la dispersion des espèces, là, en l'occurrence, vous voyez un D égale 5 km, c'est dire que, en gros, ils ont considéré une espèce dite théorique qui est capable de se disperser à 5 km. La théorie des graphes et le chemin de moindre coût, ça permet à l'échelle des patchs que vous voyez en différentes couleurs, plus la couleur est foncée, noire, plus le patch a une importance cruciale dans le réseau, c'est-à-dire que si jamais vous l'enlevez du réseau, le réseau perd beaucoup en termes de fonctionnalité et en termes de connectivité. Et puis plus la couleur est claire, moins le patch contribue à la connectivité de l'ensemble. Et puis les lignes que vous voyez, les lignes roses et bleues, indiquent les principaux, enfin les chemins les plus courts qui permettent de relier les réseaux entre eux. Donc le premier graphe, c'est dans le cas où il n'y a pas d'autoroute, et dans le second cas, c'est en présence d'autoroute. Et ce que vous voyez, c'est que pour certains patchs, les autoroutes vont limiter cette... là, par exemple, si vous prenez ces patchs-là, qui étaient très importants en l'absence d'autoroute, le fait de faire passer une autoroute va diminuer l'importance de ces patchs-là pour la connectivité globale, parce que ces patchs-là ne sont plus connectés à l'ensemble. Voilà. Et donc, en faisant cette analyse-là, on retrouve la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est de dire il faut mettre des passages à faune à tel ou tel endroit, ce qui permet de retrouver finalement la connectivité qu'on avait dans la figure du haut. Cette vision de la dynamique et de la connectivité, c'est une chose importante. Ce qui est important aussi de considérer, c'est que les paysages sont dynamiques, voire très dynamiques, et que finalement on a ce qu'on observe aujourd'hui peut être finalement des stigmates de ce qui s'est passé autrefois. Là, l'exemple pris n'est pas en forêt, il s'agit de prairies en Estonie, et où ces prairies, comme évidemment dans beaucoup d'endroits d'Europe, ont largement été retournées pour de l'agriculture intensive, ou alors ont pu s'enfricher et retourner en tas de forêt. Et ce que les auteurs montrent là, c'est que la richesse floristique actuelle s'explique mal par la connectivité actuelle, alors qu'elle s'explique mieux, c'est-à-dire c'est la droite de corrélation, avec la connectivité passée, à savoir que dans les prairies qui étaient fortement connectées entre elles, il y avait plus d'espèces parce que justement la dynamique de colonisation-extinction permettait à des espèces de se maintenir dans ces paysages-là, alors que dans les paysages qui étaient peu connectés, il y avait moins d'espèces. Cette idée-là, elle a des implications importantes pour une notion dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle la dette d'extinction. C'est-à-dire que pour les espèces comme la flore qui ont une dynamique très lente, donc dynamique très lente de colonisation, dynamique très lente d'extinction, la rupture de la connectivité peut ne pas avoir d'effet visible immédiat, et il faudra attendre des dizaines, voire des centaines d'années pour que l'extinction effective dans les paysages ait lieu. Ce qui veut dire que des fois, même en faisant les choses bien, on va malgré tout perdre des espèces si on ne fait pas attention à essayer de rétablir une connectivité suffisante au sein de ces réseaux de sites. Deuxième oui mais, c'est que la connectivité suppose que la dispersion est vraiment limitante. Or, finalement, quand on y regarde de près, ce n'est pas toujours aussi évident. Là, je présente des données de mon collègue Christophe Bouget dans le cadre d'un projet d'Istrafor qui est en cours, financé par le ministère de l'écologie. Et dans ce projet-là, on s'était intéressé aux coléoptères saproxyliques. Donc là, ici, ce sont des coléoptères du bois mort de la litière, du genre Acalès,
qu'on avait échantillonnés dans des grands bois anciens, des petits bois anciens et des petits bois récents. Et donc on s'attendait évidemment à ce que ces espèces aptères de petite taille n'arrivent pas à coloniser les fragments récents. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont tout aussi abondants dans des peuplements récents qu'anciens, ce qui montre que même des espèces qu'on suppose vraiment limitées par la dispersion ne le sont pas nécessairement. Donc il y a besoin de pas mal de recherches sur des groupes comme la faune du sol, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, quelle capacité elles ont à coloniser nos paysages. Alors, quels sont les développements dans un futur proche ? Justement, j'en parlais là, c'est qu'on manque beaucoup de données de biodiversité pour savoir où se trouvent les espèces chez nous. Donc il y a besoin de beaucoup de naturalistes et de collecter l'information qui est collectée par les uns et par les autres, d'avoir une meilleure connaissance des besoins des espèces en termes d'habitat, leur capacité de dispersion, leur dynamique de colonisation-extinction. Et puis on a également un besoin d'amélioration des cartographies d'habitat et puis de diagnostic de la continuité à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors pour conclure, il y a 3 messages clés que je voudrais donner. C'est qu'on a encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur le fait que la dispersion est un facteur limitant, mais on a des théories et des outils opérationnels. En ce sens, les schémas régionaux de cohérence écologique et les politiques de trame de vieux bois me semblent, moi, des pistes intéressantes pour améliorer les politiques de conservation de la biodiversité. Mais il faut pouvoir expérimenter, par exemple, différents types de rétablissement de continuité, une gestion adaptative pour on essaye différentes options, puis on regarde laquelle marche le mieux. Suivre, c'est-à-dire faire du monitoring de l'efficacité donc de ces ouvrages et des politiques telles la trame verte. Et puis, il faut aussi choisir, malgré tout, puisqu'on ne pourra pas forcément établir la connectivité pour toutes les espèces, partout de la même façon. Voilà. Je vous remercie.